Voilà. Donc on va ouvrir la discussion avec vous pour à peu près une vingtaine de minutes, si vous êtes d'accord. Il y aura encore un autre moment de débat après, sur les rapports, sur les différents rapports. Donc principalement sur les échanges que nous pouvons avoir avec donc la région et l'État en particulier, mais aussi le Conseil général, puisque les représentants sont là. On avait un petit peu réfléchi en bureau en se disant que ça allait être une sacrée gageure de faire cet exercice avec vous, parce que évidemment vous êtes tous là, vous êtes porteurs d'un certain nombre de préoccupations, de dossiers qui sont tous importants. On sait d'un autre côté qu'on n'est pas capable de tous les traiter aujourd'hui en Assemblée générale, donc on s'était dit on pourrait peut-être essayer de prendre une série de questions autour d'un certain nombre de thèmes qu'on a essayé de préparer un petit peu pour organiser un petit peu la discussion. Donc l'idée ça serait de prendre 3-4 questions autour d'un thème, et après on laisse le temps de la réponse et des interventions des personnalités qui sont présentes, et ensuite on passe à un autre thème. Alors, pour être le plus transparent possible, les thématiques qu'on avait citées, c'était les aires protégées, alors au sens large, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une nouvelle politique, nouvelle ambition en matière d'aires protégées, qu'est-ce qu'on fait avec les parcs naturels régionaux par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les arrêtés de protection biotope, est-ce qu'il y a des nouvelles pistes pour renforcer le réseau d'aires protégées. Deuxième thématique, c'était l'aménagement du territoire, avec notamment une question que nous étions posée, c'est qu'en Alsace, on doit être une des rares régions où il n'y a pas de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire en SRAT. Or, ça aurait permis peut-être à la région de s'impliquer un petit peu plus encore dans un certain nombre de choses. Voilà. Donc, aménagement du territoire, dans lesquels il y a aussi toutes les questions qui sont posées par les projets d'infrastructure, les projets de zones d'activité, etc., qui peuvent rentrer là-dedans. Un sujet sur l'exploitation des ressources naturelles, alors avec notamment des préoccupations que j'ai déjà évoquées autour de l'agriculture intensive. Il y a toute une série de projets de poulaillers industriels qui commencent à émerger dans certaines communes, notamment du Bas-Rhin, et qui ne sont pas sans poser question. Il y a aussi la question de la forêt, la question des documents d'objectifs par rapport notamment aux activités agricoles, voire forestières. Une autre thématique, transition énergétique. Ça a déjà été évoqué par Jean-Paul Lacote, mais il y a sans doute des choses à dire là-dessus. Et puis une dernière thématique sur la place, le rôle, les moyens qui sont accordés aux associations. Donc vous voyez des choses qu'on a déjà un petit peu évoquées comme ça, mais qui permettraient peut-être, si vous en êtes d'accord, de structurer un petit peu le débat, en sachant que, encore une fois, il y aura sans doute des frustrations, on ne pourra pas tout aborder, tout traiter. Alors, on va quand même ouvrir le feu. Est-ce que sur les aires protégées, y compris les parcs... Oula, déjà. Alors, j'avais vu, il y avait... Bruno, François, Jean-Paul, Claude. Bruno Ulrich, donc je représente le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace et je suis aussi administrateur de l'Ariena. Donc je voulais poser une question concernant donc une aire protégée qui est en voie de classement enfin depuis 25 ans. C'est la forêt de la Roberceau. Donc le projet, on a eu une réunion récemment avec les associations. Apparemment, le projet se présente bien. Mais concomitamment à ce projet de classement réserve naturelle qui est en phase d'aboutir, il y a effectivement un projet à côté qui est un projet PPRT, risque industriel, qui va bloquer l'accès à une route. Et donc, il y a une demande d'un certain nombre d'acteurs du territoire pour que, comme on peut plus passer par la route qui est au bord du Rhin, qui était de toute façon interdite à la circulation, mais bon, ça c'est un détail, de passer donc à travers la forêt. Et pour nous, il est absolument incompatible de classer un territoire en réserve naturelle et d'autoriser une circulation routière. Alors, je veux dire, c'est la même administration qui gère les deux projets. Donc je me pose c'est les hasards du calendrier font que ces deux projets aboutissent en même temps, mais ça crée malheureusement un certain nombre de crispations et on a beaucoup d'inquiétudes pour l'enquête publique qui va venir prochainement. Je me permets juste de glisser aussi une deuxième question concernant donc plus la région, mais je ne sais pas qui pourra nous répondre, peut-être Monsieur le maire, puisqu'on est en phase de classement de la réserve naturelle de l'Ivalde. On a vu des projets de règlement. Et malheureusement, on voit que dans ces projets de règlement, l'utilisation d'un certain nombre de phytocides serait a priori tolérée. Ceci nous inquiète aussi, et donc là aussi, c'est la question à quel niveau on met le niveau de protection. Si c'est pour avoir des niveaux de protection réglementaires, qui sont bas, ça pose quand même ça nous pose un certain nombre de questions sur par rapport aux insectes, etc.
Merci. François Steimer, de l'autre côté de la salle. J'aimerais évoquer, puisque nous sommes à Célestat, la question récurrente de la protection des rides. Même si on peut constater, notamment ici dans votre commune, ou dans certaines communes voisines, des avancées plus qu'intéressantes, on ne peut quand même globalement que faire un constat négatif pour la protection des dernières zones du ride qui, je vous le rappelle, ont disparu sur près de 2/3 de leur surface. Ça en devient vraiment inquiétant, à l'instar un peu du courlis cendré qui est devenu le symbole de ces milieux et qui est en train lui aussi de disparaître. Alors j'aimerais savoir ce qu'il est vraiment envisagé maintenant, de manière concrète, pour essayer de sauver les rides, parce qu'il faut les sauver maintenant. C'est une question tellement récurrente, tellement ancienne, que ça en devient déprimant. La deuxième question, je m'adresse bien sûr en particulier aux représentants de l'État, concernant les arrêtés de protection de biotopes. Les quelques arrêtés de protection de biotopes qui sont mis en place et qui ont montré quand même leur intérêt, ont quand même un problème. C'est que quand les comités de gestion se réunissent, quand ils se réunissent, c'est-à-dire d'une manière tout à fait insuffisante, les dégradations constatées, illégales, ne sont, pour ainsi dire, jamais suivies d'effet. Jamais aucune réponse au courrier envoyé au service de l'État. Là aussi, il me semble que c'est une situation parfaitement anormale. Merci. Merci François. Ensuite, j'avais noté Jean-Paul Spielmann et puis Claude Descartes. Oui, je voudrais rejoindre un peu le propos de François Steimer ici et dénoncer le saccage qui se fait chaque année sur les prairies du Ride. Alors, je ne parlerai pas des retournements de prairies, parce qu'ici même, il y a quelques années, un représentant de la DDT, un représentant du préfet, nous avait annoncé qu'il n'y aurait plus de retournements de prairies. Ce n'est malheureusement pas le cas, et on me l'a encore annoncé juste avant. Donc, ce saccage se fait chaque année avec la bénédiction du préfet. Je parle des gens du voyage qui s'installent n'importe où, dans nos prairies, soit à Effic, Kogenheim, Hüttenheim, et quand les élus locaux veulent faire en sorte que les gens ne s'installent pas n'importe où, les forces de l'ordre ne leur donnent pas réseau, donnent réseau au hors-la-loi. Et ça, c'est tout à fait anormal et je pense qu'il faudrait saisir à ce niveau les institutions européennes parce que l'État français s'assoit sur des directives européennes de Natura 2000. Ce sont même des zones qui sont des fois en MAET, donc des mesures environnementales où les agriculteurs font attention. Et là, les gens font n'importe quoi. Et c'est un vrai scandale. Et là, je ferai le parallèle avec le hamster. J'étais hier à Grüssenheim participer au comptage. D'après ce que j'ai pu constater, ce petit animal est vraiment en danger. Les efforts qui sont faits, enfin efforts entre guillemets de l'État français, ne sont pas perceptibles. Et si on prenait l'argent que l'État français devra payer, les amendes que devrait payer l'État français pour faire des efforts, je pense qu'on aura beaucoup plus de résultats. Merci. Merci. Claude Descartes. Merci. Donc, Claude Descartes, je parle là maintenant en tant que administrateur du Conservatoire des sites alsaciens et en tant que tel, j'ai pas pu ne pas tendre l'oreille lorsque le président Richert a parlé d'une idée de création d'un établissement public d'acquisition de territoire. Donc, dans le but de protection de sites. Et forcément, je me pose la question de savoir pourquoi il y aurait la nécessité et ce qui est prévu, ce qui se cache presque derrière cette idée. Peut-être que Madame et Messieurs les conseillers régionaux ici en savent plus et peuvent donner plus de détails parce que, en fait, les établissements publics, les conseils généraux et le conseil régional sont présents et ont un poids très important, non seulement financièrement, mais également au sein du conseil d'administration. Les représentants sont non seulement présents, mais avec un poids très, très important. Donc, finalement, ça existe déjà plus ou moins, avec en plus la garantie de pérennité qu'apportent les statuts d'un conservatoire des sites et psychologiquement également l'apport que constitue le fait qu'il y ait le grand public, les particuliers qui sont prêts pour ces acquisitions et pour la gestion de ces sites d'acheter des parts, de dépenser leur argent au fond
pour ces buts de protection. Je crois que psychologiquement, c'est extrêmement important. Et donc, voilà, si vous pouvez avoir des précisions sur cette idée qu'a lancée le président Richert, en regrettant qu'il ne puisse pas le faire lui-même. Merci. Merci. Je propose qu'on passe à quelques réponses en tous les cas sur cette première partie, puis on passera à une deuxième thématique. Oui, alors je vais effectivement, je ne peux pas pouvoir répondre à tout, parce que je vais quand même essayer de faire assez vite. Je vais peut-être quand même répondre au premier point, qui est la forêt de la Roberceau et PPRT. Alors simplement pour indiquer que c'est typiquement un des sujets, tel que je l'ai indiqué précédemment, où on a effectivement des conflits d'usage. Donc c'était typiquement des sujets épineux sur lesquels on est en face effectivement de la nécessité pour l'État effectivement de protéger les populations par rapport à ce PPRT. Alors l'action de l'État est toujours dans un cadre où les outils mis à sa disposition sont limités. Donc nous on est allé jusqu'au bout effectivement de ce qu'on pouvait faire vis-à-vis des industriels. Il reste un risque résiduel qui oblige l'État effectivement à restreindre fortement, voire interdire la circulation sur le piège à couteau. Derrière, il y a des usages particuliers. Donc, il y a une enquête publique en cours. Moi, je n'ai pas beaucoup à m'exprimer à ce sujet-là, dans ce cadre-là. C'est des intérêts particuliers qui sont en face, effectivement, de l'intérêt général, qui est, effectivement, de bloquer la circulation sur le piège à couteau. Donc, dans l'idée de l'État, c'est pas, effectivement, de trouver la bonne idée d'inciter des tiers à passer au sein de la réserve, qui est un autre projet sur lequel on a un partenariat avec la ville de Strasbourg, fort, sur lequel, pour l'instant, on a quand même indiqué qu'on pensait que les deux projets étaient compatibles, à la fois le classement de la forêt de la Roberceau tel qu'il est, et à la fois l'aboutissement du PPRT. Donc simplement, pour ceux qui sont au courant un peu plus précisément du dossier, on a indiqué au niveau des services de l'État que l'ouverture de manière contrôlée et contingentée du piège à couteau nous paraissait envisageable, au moins étudiable, en termes de protection sur les risques industriels, ça se calcule en termes de probabilité. Donc après, il faut aussi voir, j'ai fait une demande à ces deux associations, à ces deux intérêts particuliers, qu'ils expriment eux-mêmes leurs besoins de circulation sur le piège à couteau pour qu'on puisse l'étudier en termes de probabilité. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble est conciliable. On a mis du temps justement à trouver ces équilibres par effectivement cette ouverture certes limitée, quoi. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'envie maligne de la part de l'État d'opposer les deux projets. Mais effectivement, ça fait partie de ce type de projet où on écoute l'ensemble des parties prenantes, donc vous-même, mais également l'ensemble des particuliers, pour trouver le meilleur équilibre pour ce territoire. Par rapport à la protection du ride, alors moi je constate comme vous que la protection de ces milieux se dégrade ou recule. Ça reste quand même une priorité pour la part de l'État. On est saisi sur la mise en place de certaines mesures réglementaires sur des rides qui aujourd'hui ont encore une valeur patrimoniale forte, qui ne disposent pas d'outils de protection. On est justement en relation avec Alsace Nature pour voir effectivement quel niveau d'ambition qu'il faut apporter à ces outils de protection. Vous l'avez indiqué, un APB, c'est facile à mettre en œuvre, mais derrière, c'est pas forcément suivi des effets que tous sont escomptés au départ. Et après, ça rejoint un peu sur ce qu'a indiqué. Tout ça, c'est bien beau, mais il faut quand même derrière qu'il y ait une police de l'environnement qui puisse œuvrer sur le territoire. Donc moi aussi, je vous incite une nouvelle fois à profiter du débat sur la biodiversité, par exemple, pour porter ce type d'attente. Je pense qu'il y a un intérêt fort et crucial pour l'État français à renforcer son action en matière de police de l'environnement. Par rapport au grand hamster et au Grussenheim, il y a un problème de fond sur les deux communes du Haut-Rhin. Ça se verra sûrement rapidement. On va avoir un comité de pilotage dans les prochaines semaines. Moi, je ne vais pas occulter ce qui se passe sur ce territoire-là. On est vraiment en situation où je suis assez déçu sur la manière dont ça s'enclenche avec la profession agricole. On a plutôt de bonnes nouvelles sur d'autres territoires par rapport à la dynamique agricole. Sur les deux communes orinoises, on a plutôt une situation qui se dégrade et je partage assez les inquiétudes sur ce secteur-là. De manière générale, en matière, je voulais juste terminer pour ces aspects un peu milieu. Vous parliez de DUP en matière d'environnement, je n'ai pas réagi précédemment.
Je pense que c'est un outil qu'on aimerait bien avoir au niveau des services de l'État, notamment pour les sujets qu'on vient d'évoquer. Je pense qu'il y a des situations d'urgence où il serait bien effectivement d'avoir un outil DUP environnement pour ne pas le multiplier à l'infini. On voit très bien qu'il y a d'autres dérives qu'il pourrait y avoir dans l'autre sens. C'est aussi une difficulté effectivement pour le motiver. Ça ne se fait pas comme ça dans l'absolu. Mais je pense que dans certains cas de figure où les outils ne sont pas suffisants, effectivement, c'est sûrement un élément qu'il faut effectivement creuser davantage. Je ne m'exprimerai pas sur la partie établissement public foncier, simplement pour en avoir vécu, mais qui est plutôt des établissements fonciers publics portés par l'État. C'est pour vous dire que c'est un outil de portage du foncier à long terme. La mécanique, c'est ça, on mutualise effectivement des moyens financiers pour porter le foncier à long terme, ce qu'on ne peut pas faire isolément, parce qu'il y a des moments, par exemple, je prends un exemple probablement différent, pour le logement social, vous avez un terrain, vous voulez demander effectivement à un bailleur social de construire effectivement du logement social. Si derrière il y a la dépollution au niveau du terrain, le bailleur, il faut donner l'impulsion à l'instant T pour que le bailleur puisse effectivement prendre possession de ce terrain et derrière mettre en œuvre sa construction, que l'ensemble des collectivités mais mutualisent le coût de la dépollution. Donc on voit effectivement que c'est un outil qui peut effectivement rejoindre des préoccupations fortes en matière d'environnement quand il y a un besoin de portage du foncier. Merci. Je pense que l'inquiétude, c'est que cet établissement foncier ne vienne pas saper le travail que fait le Conservatoire des sites alsaciens. Ça, c'est très clair. Voilà. Y a un autre aspect, c'est le rôle de la SAFER. On peut considérer que la SAFER n'est pas tenue aujourd'hui. Elle est tenue par des acteurs qui ne sont absolument pas dans le sens qui travaillent absolument pas dans le sens qu'il faudrait. Donc là, on a un vrai souci. Alors, je sais pas ce que font les commissaires de l'État qui sont censés assister au conseil d'administration de la SAFER et faire respecter un petit peu les orientations. Mais il y a un vrai souci. J'ai encore appris récemment, alors ça ne concerne pas le CSA directement, mais que des parcelles boisées à relatif intérêt écologique ont été rétrocédées à un agriculteur qui va probablement les transformer en champs de maïs, quoi. Donc voilà. Donc il y a quand même des choses qui vont pas très bien du côté de la SAFER. Alors je vous propose de passer on va combiner deux thèmes, sinon on n'y arrivera pas point de vue temps. Il faut que je fasse aussi ce travail-là qui est pas très agréable, mais de respecter un petit peu les horaires. Donc je propose de combiner aménagement du territoire et exploitation des ressources en une nouvelle série de questions, si vous en avez. Oui. Alors, monsieur, puis Pierre. Oui, monsieur Cyr, je voulais juste, par rapport à ce qui a été dit précédemment et l'aménagement du territoire, on voit quand même la limite de ce système compensatoire de protection de certains territoires qui font que ça peut continuer comme avant, même plus encore, parce que ça nous donne bonne conscience quelque part, ça nous rassure, et puis ça continue. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'asseoir et dire, bon, comment on fait, la terre est limitée, dans tous les cas, l'énergie est limitée, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais pas, mais moi, quand je vois des petits gamins, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir, qu'est-ce qui va leur rester? Des routes, des TGV qui fonctionneront peut-être plus, et des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Parce que c'est ça aussi la question. On entend de plus en plus parler, où va-t-on chercher la nourriture? À présent en Afrique, parce que là-bas on fiche les gens dehors pour se nourrir nous. C'est quand même des questions qu'il faudrait quand même voir un peu plus profondément ces choses-là. Merci. Pierre Bernard. Alsace Nature a interpellé récemment les services régaliens de l'État à propos de techniques de dépollution des sols par biostimulation et hyperoxygénation de la nappe, qui consiste à injecter des peroxydes de calcium dans la nappe et des micro-organismes dans la nappe avec un milieu nutritif pour débobiner quelques sites et sols pollués, une cinquantaine de sites et sols pollués aux hydrocarbures. Et surtout cette technique se fait in situ. Nous avons interpellé et fait
des propositions demandant la convocation du Conseil supérieur des experts du comité de l'agence de l'eau. Je voulais vous demander où s'en est ce dossier-là. Merci. Pour poursuivre sur l'agriculture, j'aimerais que Alsace Nature développe des techniques de communication. Je suis moi-même psychologue avec les agriculteurs parce que c'est extrêmement difficile de parler avec eux. À la chambre d'agriculture, on est très mal reçu. Je discute pied à pied en courant dans les champs avec les agriculteurs. On me menace du fusil. Enfin, c'est absolument, il y a une absence de dialogue qui est tout à fait étonnante. Donc, j'aimerais que nous développions vraiment des échanges. Je suis prête à y aller, à payer de ma personne pour vraiment discuter avec eux et arrêter le maïs à tout crin. Bref. Voilà. Merci beaucoup. Vaste programme. Alors Raymond et puis monsieur, puis on va arrêter pour cette partie-là. Raymond et puis monsieur derrière. Oui, une question toute simple. Les services de l'État nous ont... Raymond Schirmer. Donc les services de l'État ont parlé d'un décret en préparation pour que la procédure de l'évaluation environnementale soit universalisée pour tous les PLU. Est-ce que ce décret se précise ou pas? Merci. Oui, Michel Gascard de l'association Saint-Arbogast carolingien à Strasbourg, quartier de la Montagne Verte. J'ai une question à vous transmettre de la part de Bernard Tissier, que vous connaissez sans doute, qui est notre spécialiste inondation. Il m'a demandé de transmettre la question suivante. Le groupe de travail Sage-Bruche a été constitué et on souhaiterait savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'il est toujours en fonction et est-ce qu'il va rentrer en action prochainement? On peut essayer de répondre à certaines des questions. Merci beaucoup. Oui, donc je vais essayer de faire vite, essayer de tout embrasser. Alors, la première observation, c'était que les mesures compensatoires n'étaient pas un frein à l'aménagement. Moi, on le constate aussi. Bon, c'est vrai que je suis d'accord avec vous qu'il faut que ça nous interpelle en premier lieu. On est sur un territoire où la préoccupation du foncier est sûrement plus forte que dans d'autres régions. Et on le voit quand même que sur beaucoup de projets, aujourd'hui, c'est quand même éviter, réduire avant de compenser qui doit être le premier angle d'entrée. Sur la partie biostimulation, on a déjà eu un échange un peu en amont, ce qu'on a pu faire au niveau des services du Haut-Rhin. Moi, par rapport à l'agence de l'eau, il se trouve qu'il n'y a pas de lien de subordination, mais moi, je connais assez bien l'agence de l'eau, donc moi, je vais bien. Ça me dérange aucunement, effectivement, de renouveler effectivement votre demande. Et je pense que le conseil scientifique de l'agence de l'eau, effectivement, y amène effectivement d'apporter un éclairage sur ce sujet-là. Nous-mêmes, on a fait appel au BRGM pour que tout le monde soit clair pour tout le monde. On n'a aucune volonté, nous, de jouer aux apprentis sorciers sur ce dossier-là. Ça a été proposé par l'industriel sur la plateforme chimique de Rodi à Chalampé, en référence à d'autres choses qui ont été similaires, qui ont été faites par ailleurs. Donc mes collaborateurs, effectivement, ont fait prospérer le dossier comme on fait prospérer d'autres dossiers pour essayer d'aller jusqu'au bout. On a fait appel pour l'instant à une tierce expertise, mais on n'a pas effectivement, nous, c'est pas un projet porté par l'État, mais toujours est-il que nous, on recherche une solution quand même pour dépolluer ces sols qui sont gorgés d'hydrocarbures, quoi. Si on ne fera pas par cette technique-là, on fera par une autre. Donc sur les agriculteurs, alors moi j'aimerais quand même dire qu'il ne faut pas diaboliser ce monde, même si c'est un monde pour lequel j'ai même moi-même beaucoup d'attentes. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même une ouverture en termes de dialogue avec les agriculteurs en général, avec la Chambre d'agriculture. Sur le sujet qu'on a vu sur le hamster, on a moyen quand même, j'ai l'impression que les lignes bougent, qu'on a derrière quand même des agriculteurs qui sont prêts à jouer le jeu. Mais on a besoin effectivement de toutes les bonnes volontés pour faire bouger les choses, notamment sur le sujet des hamsters. J'ai pas mal de collaborateurs, mais qui vont de manière régulière voir les agriculteurs, voir les collectivités. Les collectivités nous donnent des coups de pouce pour faire avancer le dossier. Mais effectivement, c'est un travail de longue haleine, au jour le jour. Et je pense que, comme vous dites, il faut aller discuter avec les agriculteurs. C'est par là que ça passe, quoi. Sur le PLU, évaluation environnementale, la réglementation est en vigueur depuis le 1er janvier. Nous-mêmes, on a beaucoup de dossiers qui nous arrivent. Donc, tous les PLU sont actuellement soumis, ce qu'on appelle au cas par cas. Donc, on regarde si PLU par PLU, s'il y a besoin d'une étude d'impact, laquelle étude d'impact déclenchera une évaluation environnementale.
Mais par exemple, quand un PLU est loin d'une zone Natura 2000, qui a pas d'enjeu en termes de consommation foncière, il y a des PLU sur lesquels, effectivement, on décide qu'il n'y a pas besoin d'études d'impact, donc vous ne les revoyez pas en termes d'évaluation environnementale. C'est de cette manière-là que la procédure est faite. Si vous contestez la décision de l'État de ne pas de recourir à une étude d'impact, cette décision elle est attaquable. Voilà, je vous le dis. Et concernant le SAGE, non, mais c'est pas une décision qui se prend dans un bureau qui est pas sur lequel personne n'a de prise. On la motive, elle est mise en ligne de manière régulière. Et effectivement, et puis elle est attaquable. Concernant le SAGE de la Bruche, je dois avouer que je n'en sais rien. Je ne sais pas effectivement où en est effectivement le SAGE, le groupe de travail en question. Je sais simplement qu'il va y avoir, je pense qu'il y a un grand enjeu inondation, donc il va y avoir effectivement courant 2013 quand même une réflexion qui va être initiée notamment avec l'ACUS, puisque c'est un territoire à risque inondation, et donc cet enjeu, effectivement je crois que le SAGE avait été un tout petit peu recalé en termes de timing par rapport à cet enjeu de directive inondation, mais je pense que les discussions vont reprendre entre les deux collectivités et l'État va les initier. Merci beaucoup. Alors peut-être juste un petit complément sur la question de la discussion mesures compensatoires ou pas. Alors d'une part, il y a un groupe de travail au sein d'Alsace Nature qui vient de démarrer ce matin sur la question des mesures compensatoires. L'autre aspect, c'est que ce que nous sommes en train d'expérimenter là autour de Châtenois et de la liaison A4-Lorentzen, c'est un petit peu les prémices de ce qu'il faudrait faire sur d'autres projets, mais en amont. Là, nous sommes dans une situation extrêmement tendue parce que nous sommes après la DUP, nous sommes dans une situation de contentieux ou de pré-contentieux, et donc évidemment la discussion est d'autant plus difficile, mais ça montre qu'il y a matière à discuter et qu'on doit être capable de pouvoir réviser un certain nombre de projets, mais évidemment si on a ces échanges-là en amont, ça sera d'autant plus facile plutôt que de les faire tout à fait en fin de course de la procédure. Sur la question du monde agricole, le monde agricole n'est pas homogène non plus, comme nous, hein. Il y a des points de vue qui sont assez variés. L'autre aspect, c'est que le monde agricole est pris dans une tension lui aussi extrêmement forte, hein, qu'il a d'ailleurs en partie voulu lui-même, bon, avec la modernisation agricole, mais qui fait que, en général, on va considérer que les contraintes insupportables, ce sont les contraintes environnementales. Or, les contraintes insupportables pour le monde agricole, c'est les contraintes industrielles de toute la filière amont, de toute la filière aval, qui pèsent sur l'agriculteur en tant que tel. Mais c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à l'environnement, parce que là, il y a une zone de moindre résistance, que de prendre à bras-le-corps les problèmes véritables qui se posent au monde agricole et pour lesquels nous pourrions être des alliés objectifs. Donc ça, c'est un vrai travail d'échange, de dialogue que nous devons avoir avec ceux du monde agricole qui souhaitent le faire. Hein, évidemment, ceux qui nous balancent des tas de fumier devant la porte, il ne faut pas qu'ils s'étonnent trop, qu'on n'ait pas envie de discuter avec eux. Mais bon, il y en a d'autres avec lesquels on discute volontiers et on essaie de faire avancer des choses. Voilà, alors il reste peu de temps, on va quand même consacrer une ou deux questions à la transition énergétique. La question associative, si vous permettez, on la traitera après. On parlera du budget, on aura encore l'occasion de traiter la question de la place du monde associatif. Donc sur la transition énergétique, est-ce qu'il y a 2-3 interventions ? Sinon, il y a une motion qui est prévue de toute façon pour la fermeture de Fessenheim tout à l'heure, dont on discutera. Oui, Jean-Claude Mogg. J'avais juste envie de faire une petite remarque par rapport aux gens du voyage. Actuellement, les communes sont toutes dans l'illégalité, ou pour la plupart d'entre elles, et donc il n'y a pas de lieu d'accueil pour les gens du voyage. Donc avant, la question première, c'est de se mettre dans la légalité avant d'incriminer des personnes qui n'ont pas d'endroit pour s'arrêter. Je voulais juste faire ce petit point parce que la manière dont ça a été dit me dérangeait beaucoup. Voilà, merci. Merci. Je pense qu'on est d'accord sur le fond. Hein. Il faut bien que ces gens s'installent quelque part. Si on pouvait éviter qu'ils s'installent sur les prairies, évidemment, ce serait encore mieux, mais je pense qu'on est d'accord sur le fond. Il ne s'agit pas de stigmatiser une population particulière. Okay. Bien, je vous propose de passer à la suite de l'ordre du jour.